Moi, c'est Christophe Trache. Je suis résident 5 en psychiatrie. Je fais actuellement un stage de médecine et toxicomanie avec la belle équipe de Dr Goyer. Aujourd'hui, on m'a donné quand même un gros mandat, c'est-à-dire de parler d'approvisionnement plus sécuritaire de psychostimulants en l'espace de 15 minutes. Et Karine a eu la gentillesse d'âme de me donner 5 minutes de plus. Fait que ça se peut qu'on fly à travers les diapos. Si ça ça va trop vite, faites juste me faire signe et peut-être qu'on va essayer de ralentir un petit peu. Et dans le fond, la pertinence de cette présentation, c'est que ça a été une demande de plusieurs de nos membres de pouvoir parler d'approvisionnement plus sécuritaire de psychostimulants, puisque c'est une pratique relativement émergente qui a sa pertinence dans la clinique de tous les jours. Donc d'abord, commencer par une reconnaissance territoriale, surtout qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale des peuples autochtones. Je ne suis pas l'auteur de cette reconnaissance territoriale, c'est celle de l'organisme COCO. Donc, cet événement se déroule sur le territoire traditionnel des Kanien'kehá:ka. L'île appelée Montréal est connue sous le nom de Tiohtià:ke dans la langue des Kanien'kehá:ka et a toujours été un lieu de rencontre pour d'autres nations autochtones, y compris le peuple Omamiwinini ou Algonquin. En tant qu'organisation centrée sur la justice sociale et environnementale, nous pensons qu'il est crucial de connaître les conséquences passées et actuelles du colonialisme. Nous encourageons tout le monde à apprendre davantage sur l'histoire de ces territoires et à soutenir la résistance autochtone ici et sur l'ensemble de l'île de la Tortue. Donc, d'abord, je vais faire des remerciements spéciaux au cas où si je manque de temps pour parler de tout ça. Donc, je vais remercier Karine, Marie-Josée et Dr Marie-Ève Goyer pour leur aide dans la révision et de m'avoir encouragé à faire cette présentation, mais aussi un gros merci très spécial à nos collègues du Canada anglais, donc Dr Scott MacDonald, Dr Sarah Davidson et Rebecca Penn pour leur générosité dans le partage de leurs connaissances et de leurs pratiques. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Et ça répète beaucoup des mises en garde qui ont été faites par Karine. Donc, je ne les répéterai pas. Et je dois rajouter comme mise en garde que les recommandations pharmacologiques ici sont hors indication. Donc, il faut toujours garder ça en tête dans ce genre de pratique émergente-là. Donc, ça, c'est un petit peu le plan de la présentation. Donc, pourquoi parler de stimulants? On parle souvent de la crise des surdoses et je pense que le discours politique et populaire est surtout axé sur la présence des opiacés, mais on sait que de plus en plus, la présence de psychostimulants n'est pas, on ne peut pas ignorer la présence de ces substances-là dans la contribution de la crise des surdoses. J'ai certaines statistiques ici qui sont relativement récentes de 2019 et 2020 qui montraient que 2% de la population canadienne rapportait l'utilisation de cocaïne et d'environ 0,2% rapportait l'utilisation de cristal meth et que je vais vous montrer par la suite certains graphiques, ces tendances sont à la hausse d'année en année. Donc, avec l'augmentation de l'utilisation des psychostimulants, il est très difficile de parler de la crise des surdoses en ayant simplement l'angle des opiacés, parce qu'on voit que de plus en plus, non seulement il y a de la contamination des stocks, mais aussi qu'il y a de plus en plus de polyintoxications qui viennent faire en sorte qu'on ne peut pas voir cette problématique-là comme étant uniquement une crise des opiacés. Il y a un très bel article ici de Fleming et collaborateurs de 2020 qui parlait du terme de twin epidemic, que je trouvais très, très d'actualité. Donc, qu'à la fois, il y a l'augmentation de l'utilisation des opiacés, mais aussi celle des psychostimulants. Donc, ça, c'est des courbes ici chez les Canadiens. On voit que l'augmentation ici, un petit instant, je vais fermer ça. De la cocaïne a augmenté, particulièrement chez les plus jeunes, donc surtout pour les 25 ans et plus ici, et surtout pour les 20 à 24 ans, qui montrent vraiment une augmentation très importante. Et on voit que ça amène à entraîner une courbe de la population générale aussi vers une augmentation. En 2013, autour de 1% de la population utilisait de la cocaïne, et en 2017, près de 2,5%, et on voit que c'est beaucoup plus important chez les jeunes adultes ici. Au niveau du cristal meth, les courbes sont un petit peu moins évidentes, mais on voit quand même que si on prend la population globale, donc cette courbe bleue ici, on voit quand même qu'il y a une augmentation assez importante de la consommation de cristal meth, autour de 3% en 2013 jusqu'à près de 4% 4 ans plus tard ici. Donc, non seulement il y a de plus en plus d'utilisation de psychostimulants, mais aussi on voit que les psychostimulants sont de plus en plus impliqués dans les décès par surdose. J'ai des belles données ici du Center for Disease Control aux États-Unis de 2017 qui montraient que la mortalité en lien avec des surdoses de cocaïne et d'autres psychostimulants avait augmenté de façon très, très importante dans les dernières années, jusqu'à une augmentation de 53% pour la cocaïne, et que 20% des surdoses, on pouvait détecter en rétrospect la présence de cocaïne.
mais aussi que cela va dans l'autre sens aussi, qu'on détectait dans près de 72% des décès qui étaient attribués à la consommation de cocaïne des opiacés. Comme quoi, on voit que de plus en plus, probablement, il y a la présence de fentanyl ou de d'autres dépresseurs dans les stocks de psychostimulants sur le marché. Et on va voir que cette tendance... Bon, désolé, je suis allé un petit peu trop vite. Donc, ça, c'est les courbes ici du CDC. La courbe en rose ici est la courbe qui m'intéresse ici, qui montre le nombre de décès par surdose attribués ou dans lequel est impliquée la cocaïne. Et on voit vraiment qu'il y a une augmentation d'année en année ici, là, la courbe rose. Et qui suit un petit peu celle des opiacés ici, en noir, quand il y a une échelle un petit peu moindre. Donc, cette tendance à l'augmentation de la présence de psychostimulants dans les décès par surdose est aussi présente au Canada. Il y avait des très belles études qui ont été faites en Colombie-Britannique qui montraient qu'on pouvait détecter des amphétamines et du cristal meth de façon augmentée au cours des années, près de 6 fois plus de présence d'amphétamines ou de cristal meth dans les décès par surdose en 2008 et 2016, donc ce qui est vraiment énorme. Je vais passer assez rapidement sur les statistiques parce que je réalise que ça peut être assez sec. Par contre, je pense qu'il y a cette étude-ci, la dernière qui est mentionnée ici en bas, est très, très intéressante. C'était une étude, un projet pilote en 2018 qui est allé chercher du stock sur la rue, qui a fait des analyses de drogue à ce moment-là et qui montrait que près de 6% des substances qui étaient identifiées comme du speed ou du cristal meth contenaient du fentanyl. Donc, qu'il faut aussi faire attention aux stocks contaminés, même si ce n'est pas des opiacés ou d'autres dépresseurs. Donc, voici les courbes en termes de décès en Colombie-Britannique qui impliquaient la présence de méthamphétamine. On voit qu'il y a vraiment une augmentation très, très importante du nombre de décès associés. La réalité de l'augmentation des décès en lien avec la consommation de psychostimulants a aussi été rapportée chez nous à Montréal. Ici, on voit qu'il y avait 2 notices de la santé publique en 2018 et très récemment, le 20 mai 2021, dans lequel on notait des cas de surdose sévère qui avaient une présentation clinique de surdose aux opiacés, mais qui s'installaient dans une consommation de présumé crack ou de cristal meth. Donc, que cette réalité est aussi pertinente pour nous, cliniciens québécois. Ensuite, bon, je me suis posé la question, c'est bien beau tout ça, c'est bien beau toutes les statistiques, ça nous montre qu'on doit faire quelque chose par rapport à la consommation de psychostimulants, mais quoi faire? Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite revue de littérature pour voir exactement quel était l'état des choses. Et j'ai fait quelque chose de très large, avec très peu de restrictions, avec, je pense, une stratégie de recherche qui est assez inclusive. Et le résultat était qu'il y avait très, 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 très peu de littérature. J'ai quand même réussi à sortir 171 articles sur lesquels j'ai fait une analyse des titres et des abrégés, donc des summaries. Et il y avait seulement un article qui adressait directement le concept d'approvisionnement plus sécuritaire de psychostimulants. Et cet article, c'était l'article de Fleming et collaborateurs, qui est vraiment excellent, mais qui est un article plutôt de type éditorial. On n'avait pas vraiment de RCT ou d'études expérimentales qui adressaient ces questionnements-là. La majorité des articles couvraient plutôt vraiment le traitement des troubles d'usage aux stimulants. Là, vous me direz, c'est à peu près la même chose, mais oui, il y a quand même des nuances en termes de outcome à mesurer et de philosophie de soins. Mais la majorité de ces articles-là portaient sur le traitement vraiment du trouble d'usage aux psychostimulants et non pas à l'approvisionnement plus sécuritaire. Donc, après, je me suis posé la question, donc on se fie sur quoi pour pouvoir guider notre pratique clinique dans des pratiques aussi émergentes que le safer supply de psychostimulants? Et je me suis dit, bon, la littérature scientifique a peu de choses à nous apporter. Par contre, il y a quand même des expériences qui ont été faites et il y a beaucoup plus de données qui rapportent l'utilité des psychostimulants dans le traitement des troubles d'usage aux stimulants. On peut aussi se fier sur certaines lignes directrices qui ont été établies par des panels d'experts. On peut aussi se tourner vers l'expérience de collègues pour voir quelle est leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont trouvé utile, qu'est-ce qu'ils voudraient que nous, on sache. Et c'est un petit peu ça que j'ai fait pour vous et que j'essaie de vous résumer ici. Donc, d'abord, par rapport à l'utilisation des psychostimulants en troubles d'usage de stimulants, je sais que c'est un sujet chaud depuis plusieurs années et sur lequel je vous dirais que le consensus semble assez peu atteint.
moi, ce qu'on me disait dans ma formation comme psychiatre, c'est non, il n'y a aucune médication qui est vraiment reconnue pour le traitement des troubles d'usage. Cette conclusion était surtout tirée de deux études Cochrane de 2013 et 2016 qui, en gros, montraient que pour les amphétamines, il n'y avait rien et que pour la cocaïne, qui pourrait être utile, c'est les amphétamines de prescription, seulement pour les troubles d'usage à la cocaïne et que probablement que tout ce qui est méthylphénidate n'était pas efficace. Par contre, ces données étaient jugées de faible qualité et c'est pour cette raison que la pratique ne s'est pas répandue outre mesure. Par contre, il y a une excellente méta-analyse qui a été faite en 2020 par Tardelli et collaborateurs qui s'est rendu compte que il y avait beaucoup eu d'études plus récentes qui avaient été refaites et qui avaient une méthodologie beaucoup plus solide et qui a donc voulu venir réanalyser les données à la lumière de ces nouvelles études pour arriver à des conclusions plus solides. Et cela a vraiment confirmé les conclusions de la revue Cochrane, comme quoi les amphétamines seulement, et non pas le méthylphénidate, surtout à dose élevée, c'est-à-dire à plus de 60 mg d'amphétamine par jour, étaient efficaces pour promouvoir l'abstinence soutenue chez les TU cocaïne seulement, et non pas pour les amphétamines et le crystal meth. Donc, je vous ai mis ici en bas les doses qui étaient considérées comme étant élevées et comment les auteurs ont déterminé que c'est des doses élevées, c'est est-ce que ça dépasse les doses qui sont reconnues par la FDA habituellement. Donc, ensuite, je me suis penché sur certaines lignes directrices, certains guides. Ce sont probablement des données que vous connaissez déjà et je pense que Karine va nous faire la générosité de nous envoyer les liens pour ces guides-ci dans le chat. D'abord, l'équipe de Dr Goyer, qui est ici présente dans notre rencontre Zoom, a rédigé un guide dans le contexte de la COVID pour pouvoir soutenir les équipes cliniques dans le contexte de l'augmentation des décès par surdose dans le contexte pandémique. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été notées ici. D'abord, de toujours balancer le pour et le contre de pouvoir prescrire de l'approvisionnement plus sécuritaire, mais que c'était quelque chose qui était recommandé si on considérait que le pour dépassait le contre. Il faut aussi tenir une attention particulière à ceux qui consomment plusieurs substances, notamment pour ceux qui consomment plusieurs dépresseurs du système nerveux central et respiratoire, et de commencer avec la substance qui cause le plus de risques et le plus de conséquences néfastes pour la personne. Ça serait discuter d'un plan d'entreposage sécuritaire, un peu comme on fait déjà avec les Silver Supply d'opiacés. Bien documenter l'indication et la rationnelle de la prescription puisque ça reste une pratique émergente et qui a un certain poids en termes de responsabilité médico-légale et toujours remettre une trousse de naloxone. Donc, les pour et les contre qui ont été soulevés par l'équipe de Dr Goyer, c'était d'abord les pour en termes de diminution des risques associés au sevrage, surtout dans le contexte où c'est peut-être plus difficile de s'approvisionner pendant la pandémie, que les gens sont en confinement, etc. La diminution du risque d'infection à la COVID, parce que je ne sais pas combien de points d'achat, points de vente de drogue que vous connaissez qui ont vraiment le masque et le lavage des mains obligatoire. Moi, je pense qu'il y en a peu. La diminution du risque lié à un approvisionnement limité, donc avec toutes les prises de risque qui sont accompagnées avec tout ça, par exemple le vol, le travail du sexe, les prises de risque pour pouvoir trouver cette substance-là. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, la diminution du risque lié à la contamination des substances illicites. Comme je vous montrais auparavant, près de 6% de contamination en 2018 des psychostimulants et on peut juste assumer que le taux de contamination a probablement augmenté avec les dernières années. Par contre, il y a certains risques qu'il faut sous-peser, notamment les risques au niveau cardiovasculaire, surtout à des hautes doses d'amphétamines comme ça. Tout ce qui est risque en termes de décompensation psychiatrique et comportementaux, notamment en termes d'agressivité, de psychose induite ou de décompensation de la psychose primaire, de troubles de comportement et finalement la perte de poids. Donc, voici les dosages qui ont été recommandés. C'est les mêmes dosages que je vais vous montrer encore par la suite par le groupe du BC, mais comme quoi ça peut être du Ritalin 10 à 20 mg BD jusqu'à 100 mg par 24 heures avec une prise supervisée quotidienne ou de la dexédrine 10 à 20 mg par os BD jusqu'à un maximum de 40 mg BD, aussi avec une prise supervisée quotidienne. On peut parfois arriver à des doses supérieures à ça, mais ça reste avec le bon jugement du clinicien. Et on voyait ici qu'il y avait peu de données qui allaient dans le sens de cette pratique-ci. Et le groupe d'experts a aussi recommandé que la prescription puisse aller jusqu'à 14 jours, donc être servie 14 jours d'emblée s'il y avait
comment dire, des considérations en lien avec le confinement ou la distanciation sociale dans un contexte pandémique à prendre en compte. Le groupe de Dr. Goyer s'était beaucoup appuyé sur les recommandations du BC Center on Substance Use, qui avait également fait un guide à l'intention des cliniciens dans le contexte de la COVID. Je vais aller assez rondement parce que je vois que le temps avance, mais je pense qu'il y a certaines choses qui sont intéressantes à garder en tête, notamment les contre-indications, c'est-à-dire l'angine instable ou l'hypertension artérielle mal contrôlée, et faire assez attention avec tous ceux qui ont des antécédents cardiaques, c'est-à-dire ceux qui ont déjà eu des syncopes ou qui ont des histoires familiales de mort subite ou d'arythmie maligne, par exemple. Moi, je ferai attention. C'est un petit peu les choses qu'on fait de façon routinière en évaluation du TDAH lorsqu'on prescrit des psychostimulants. Et faire vraiment attention avec ceux qui ont des problèmes de troubles sévères et persistants, que ce soit de la psychose ou de la maladie affective bipolaire. Il faut faire un filet de sécurité, il faut faire beaucoup de psychoéducation à cet égard-là. Et eux, le BC, pouvait aller jusqu'à des prescriptions de 23 jours d'emblée non supervisées. Donc, vous voyez un petit peu les dosages qui sont prescrits sont très similaires à ceux de Dr. Goyer, mais il y avait aussi des recommandations par rapport à l'utilisation plus de dexédrine ou de méthylphénidate à longue action qui peuvent être intéressantes aussi avec une prise d'IE ou BID selon le besoin. Donc, pour la partie un petit peu plus intéressante, il me reste 5 minutes, mais je veux vraiment pouvoir faire cette partie-ci de façon adéquate. Nous avons sondé certains collègues, notamment Dr. McDonald et Dr. Davidson, par rapport à leur expérience, et je vais vous partager un petit peu ce qu'ils nous ont partagé. Donc, Dr. McDonald à la Providence Crosstown Clinic à Vancouver, lui, utilise la dextroamphétamine à libération prolongée, c'est-à-dire la dextroamphétamine spansule, qui peut aller jusqu'à des hautes doses de 120 mg par jour ou 60 mg BID. Il notait quand même que la majorité des gens nécessitaient des doses inférieures à cela, que pour lui, les doses sont supervisées de façon quotidienne à la pharmacie et qu'il y avait un très beau profil d'innocuité, que la dextroamphétamine était bien tolérée, était sécuritaire et même dans un contexte de TAO injectable à la Crosstown Clinic. Finalement, Dr. Sarah Davidson à Riverstone Recovery Center à Fredericton remarquait que depuis quelques années, il y avait de plus en plus d'utilisateurs de psychostimulants et a voulu adresser la problématique. Il lui arrive de prescrire la dextroamphétamine à libération prolongée, donc la dexédrine spansule, à ceux qui ont un TU stimulant en plus d'une absence d'histoire de psychose. Elle commence à 15 mg d'IE et augmente de 15 mg aux 3 jours jusqu'à une dose maximale de 60 mg, mais on peut pousser davantage, encore plus élevé, parfois jusqu'à 90 mg, selon le jugement clinique. Mais qu'habituellement, les gens sont relativement confortables entre 45 et 60 mg. Il lui arrive aussi de prescrire parfois des amphétamines à courte action, donc la dexédrine régulière, pour la gestion des cravings, mais elle tient vraiment à ce que les prix soient supervisés, parce que pour elle, le risque d'injecter des psychostimulants est trop élevé par rapport aux bénéfices, donc elle ne préconise pas du tout l'utilisation de doses emportées. Elle nous a aussi décrit une autre approche. On sait que dans la conception du traitement pharmacologique des addictions, il y a souvent plusieurs paradigmes, donc le traitement agoniste, mais aussi le traitement antagoniste. Et elle a dit qu'elle avait eu certains succès avec l'utilisation de bloqueurs de dopamine. Donc, c'est sa façon de nommer les antipsychotiques pour moins brusquer les patients. Et un antipsychotique particulier qu'elle a noté à ce moment-là, c'était l'aripiprazole. Pour ceux qui ont une histoire de psychose, pour ceux qui ont eu un échec de psychostimulant, donc un petit peu la recette précédente pour la gestion des cravings, ou pour ceux chez qui elle remarquait qu'en prescrivant des psychostimulants, il y avait juste une augmentation complète, totale de la charge en psychostimulants, c'est-à-dire qu'il voyait qu'il n'y avait pas vraiment une diminution de la consommation à côté de psychostimulants plus illicites. Elle trouvait que ça aidait quand même à traiter les cravings qu'elle nommait dopaminergiques à ce moment-là. Et l'avantage de cette approche, c'est que rapidement, on peut aller vers des doses non supervisées, des doses à emporter, étant donné le faible risque de revente ou d'innocuité de cette médication-là. Par contre, j'ai été très, très curieux de cette approche. Je suis allé faire une revue de littérature un petit peu rapide par rapport aux données de l'approche antagoniste. La Veterans Affairs des États-Unis avait fait une revue systématique par rapport au traitement pharmacologique des stimulants.
Et il y avait certaines études qui ont été nommées par rapport à l'utilisation de risperidone, notamment, mais qui avaient été négatives par rapport à la diminution de l'utilisation de méthamphétamine. Donc, en conclusion, on voit qu'il y a une augmentation à la fois de l'utilisation de psychostimulants, mais aussi du décès associé à cela. Cela pourrait être pour plusieurs raisons, soit un haut niveau de contamination mutuelle des substances sur la rue, ou bien de l'augmentation de la polyintoxication. Étant donné la gravité de la situation, le fait qu'il y a des gens qui meurent au jour le jour et le fait qu'on n'ait vraiment pas beaucoup d'interventions evidence-based et de ressources pour traiter les TU aux amphétamines et à la cocaïne, nous avons un besoin d'être créatifs et proactifs et d'essayer de sortir un petit peu de la boîte. Je pense aussi que oui, il y a peu de données qui supportent en termes plus d'études randomisées contrôlées ce genre de pratique-là, mais il faut se rappeler aussi que la prescription a aussi un grand rôle au niveau plus, comment dire, parapharmacologique, comme si je peux le nommer, qu'il y a un effet au niveau de la relation thérapeutique. Ça peut aussi amener la personne à être plus ouverte à à d'autres modalités de traitement. Ça peut amener de la déstigmatisation. Ça peut vraiment amener un changement de dynamique dans les relations thérapeutiques. Donc, je pense que ça aussi, il faut le prendre en compte. Et c'est des choses un petit peu plus molles, entre guillemets, qui sont difficiles à évaluer, mais qui sont définitivement bénéfiques. Donc, je suis allé rapidement. Voici les références si ça vous intéresse.